Vanessa est une maman qui est venue me voir avec un souci bien particulier. À la base, elle était venue consulter pour des problèmes de sommeil qui touchaient ses filles et pensait que son anxiété était liée à ça. Vanessa se considérait déjà comme quelqu'un de naturellement stressé, mais son anxiété avait pris des proportions beaucoup plus intenses après l'opération d'une de ses filles, une opération très risquée et qui a créé un traumatisme chez Vanessa. Elle pensait que ça allait, elle pensait l'avoir plus ou moins surmonté, elle savait qu'elle était touchée quand elle en parlait, mais elle n'avait pas conscience de plus que ça en fait. Mais elle est venue me voir parce que elle se doutait que ça avait quand même un impact sur le sommeil de ses enfants. Et elle, personnellement, elle avait des accès de colère difficiles à calmer, elle souffrait d'insomnie, son sommeil était complètement déréglé et elle avait l'impression de perdre le contrôle de la situation. Alors bien sûr, face à un cas comme celui-là, la question qui se pose rapidement, c'est quels sont les principaux signes qui permettent de repérer cette anxiété permanente, cette anxiété peut-être un peu trop poussée pour elle. Et surtout, comment on peut espérer la calmer ou au moins atténuer ce stress. Et c'est justement sur ces 2 points qu'on va se pencher aujourd'hui. Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. L'anxiété, ça peut vraiment se présenter, se manifester de plein de façons différentes. Au niveau physique, on peut par exemple ressentir des palpitations, des tremblements, des sueurs, des maux d'estomac, de la tension musculaire ou encore des problèmes de sommeil. Et sur le plan psychologique, ça va plutôt se traduire par une inquiétude excessive, des ruminations, des difficultés de concentration ou encore cette sensation désagréable de perdre le contrôle. Mais l'anxiété, ça se voit aussi dans les comportements. Quand on évite certaines situations, quand on est irritable, quand on fait preuve de nervosité. L'anxiété, c'est quelque chose qui a un impact global sur tous les pans de notre vie, qui touche à la fois le corps, l'esprit et les attitudes. Mais alors, comment on peut espérer calmer cette anxiété? Alors, avec mes clients, j'ai pu tester différentes techniques. Je vais vous en partager quelques-unes qui ont été particulièrement efficaces, mais il faut savoir que c'est très propre à chacun en fait. Chacun va trouver ce qui le calme. Et c'est tout l'intérêt de l'accompagnement, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui te correspond à toi, qu'est-ce qui fonctionnera pour toi, qu'est-ce qui est approprié à ta vie, à ton rythme, à ta personnalité. Et là, je vais te donner des astuces, des choses qui ont fonctionné. Essaye de les tester, d'en tester quelques-unes et te dire que si c'est pas ça qui fonctionne chez toi, il y aura autre chose. Il y a forcément quelque chose qui fonctionnera. Donc, parmi les techniques qui ont été particulièrement efficaces chez les personnes que j'ai accompagnées, il y en a un qui fonctionne pas mal, que je recommande assez régulièrement dans le sens où ça agit sur les émotions d'une manière globale, c'est boire de l'eau. Bon, déjà parce que la déshydratation, ça peut aggraver certains symptômes anxiogènes, comme les palpitations, les maux de tête, etc. Et aussi l'eau, ça calme au niveau émotionnel. Quand vous pleurez, quand vous ressentez de la tristesse, de la frustration, de l'énervement, ça aide beaucoup à calmer. Alors ça peut être boire de l'eau ou se mettre de l'eau sur le visage, ça fonctionne aussi. Ensuite, si tu es quelqu'un qui est plutôt stressé, qui est plutôt à anticiper, faire des listes, ça peut être une stratégie qui peut t'aider. Parce que ça te permet de mieux t'organiser et de réduire ce sentiment de débordement. Ça permet de visualiser tes priorités, de te concentrer sur une chose à la fois. Et Vanessa, dont je t'ai parlé plus tôt, ça l'a pas mal aidée aussi. Parce qu'elle était plus en contrôle. Elle était moins dans l'urgence en se disant qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il faut faire, je suis sûre que j'ai oublié un truc. Ben non, en fait, elle avait juste à se référer à sa liste et voilà, c'est une petite chose toute simple, mais qui a beaucoup d'impact. Alors après, pour les personnes plus introspectives, il y a la méditation, la pleine conscience, être dans l'instant présent, être dans le ici et maintenant. Parce que souvent, l'anxiété, c'est de l'anticipation. On est anxieux parce qu'on pense que quelque chose pourrait arriver. On pense à ce qui n'est pas là. Ouais, à ce qui n'est pas ici et maintenant, en fait. Et se recentrer, même si c'est quelques minutes, hein, se recentrer sur l'ici et maintenant, sur le corps, sur la respiration, sur les bruits qu'on peut entendre autour de soi. Si on est plus auditif, sur la température ou le ressenti de la matière qu'on touche, sur laquelle on est assis, ou nos vêtements. C'est des choses qui peuvent énormément calmer l'anxiété aussi parce que on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans la perte de contrôle, on est dans le plus ou moins concret, on va dire, sur le focus sur le maintenant. Alors ensuite, pour rester dans le concret, dans le physique, ben il y a l'exercice. Parce que l'exercice, ça fait quoi? Ça stimule la production d'endorphines. Les endorphines, c'est ces hormones, entre guillemets, du bien-être qui aident à réduire le stress et l'anxiété puisque ça accentue les hormones du bien-être. Alors ça peut être une marche de 30 minutes. Ça peut être quelque chose que j'ai mis en place récemment. J'avais vu un post passer dessus. Malheureusement, je ne sais plus de qui. Mais quelque chose qui personnellement m'a changé la vie, en tout cas niveau activité. Parce que je passe beaucoup de temps soit en rendez-vous, soit à écrire du contenu, soit à enregistrer des podcasts, soit les écrire, les podcasts. Enfin bref, je passe beaucoup de temps, beaucoup trop de temps assise. Et cette idée de faire en fait 10 minutes de sport ou d'exercice physique en tout cas, ou d'étirement, enfin bouger son corps 10 minutes toutes les heures. Donc mettre une alarme, bon c'est pas toujours simple parce que mes séances durent 1h30, donc forcément plus après le temps passé à écrire le compte rendu de la séance pour l'envoyer par mail, etc. Donc on va dire 1h45, 2h. Donc je le fais à peu près dans ce délai-là quand j'ai pas d'autres rendez-vous qui enchaînent. Mais voilà, en tout cas régulièrement, je me suis mis 4 alertes dans la journée, donc je tiens au moins ces 4-là. Donc 4 fois 10 minutes, ça peut être faire de la corde à sauter, des abdos, des étirements, du yoga, n'importe en fait. Enfin vraiment, et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on n'a pas l'impression d'être resté là. De toute façon, le sport, ça permet de vider la tête. Hein. C'est connu et ça fait du bien. On se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans sa tête aussi. Donc ça permet de bien décompresser et de lâcher prise. Il y a aussi le yoga, la sophro, mais toujours pareil, toujours dans le même but, c'est que ça met l'accent sur la connexion entre le corps et l'esprit. Et c'est un très bon complément aux autres techniques si besoin, parce que ça aide à réguler à la fois les symptômes physiques et les symptômes psychologiques de l'anxiété. Alors il y en a aussi qui vont plutôt se concentrer sur des activités artistiques, le coloriage, la poterie, le dessin. Enfin, dans tous les cas, une activité créative. C'est pas pour rien que l'art-thérapie existe. L'activité créative, ça va permettre de te concentrer toujours pareil sur le moment présent. De toute façon, c'est l'objectif quand on a de l'anxiété, c'est de se recentrer. Et je sais qu'il y en a qui trouvent beaucoup de réconfort dans le coloriage. Ça paraît, on se dit que c'est pour les enfants, on se dit que c'est une perte de temps. Mais non, en fait, c'est pas du tout une perte de temps. Essayez. Si c'est quelque chose qui te plaît de base et que tu t'empêches de faire parce que tu te dis que c'est une perte de temps, je t'encourage à le faire vraiment. Genre, je te dis 5-10 minutes dans la journée, pas forcément plus. Mais je te propose de le faire si c'est quelque chose qui te plaît et de me dire ensuite si ça t'a fait du bien ou pas. Tu peux me le dire sur Insta ou sur LinkedIn ou peu importe par où tu souhaites passer. Mais j'aimerais vraiment que tu me dises, de toute façon, d'une manière générale, sur tout ce que je vais te dire là, j'aimerais vraiment savoir si tu as testé vraiment, enfin réellement, et ce que tu en as pensé. Bon, pour rester dans les astuces, enfin les techniques que j'ai pu voir le plus, il y avait aussi anticiper dans l'organisation. On en vient un peu aux listes dont je te parlais tout à l'heure, mais là, c'est plutôt de la planification, dans le sens préparer sa journée la veille ou faire des process par jour, par semaine, enfin
Dans tous les cas, savoir ce que tu vas faire précisément, comment, ça peut fortement réduire l'incertitude et donc le stress. Alors ce que j'ai fait aussi avec Vanessa, c'est qu'on a travaillé sur la compréhension de ce sur quoi elle peut agir et de ce sur quoi elle ne peut pas agir. C'est-à-dire apprendre à accepter les choses qu'on ne peut pas changer et se concentrer sur celles qu'on peut changer. Et donc, ce que tu peux pas changer, tu peux pas le changer. Donc, lâche prise dessus. Tu ne peux rien faire. Te stresser, t'angoisser, ça ne changera absolument rien si ce n'est que tu ne seras pas bien, toi. D'accord? Que toi, tu seras pas bien. Et c'est tout, c'est le seul impact que ça aura. Donc, si tu peux pas agir, laisse couler. C'est pas facile. C'est petit à petit, comme tout. Petit à petit, tu essayes et tu verras que ça changera probablement. Donc, tu peux tester différentes approches, tu peux observer leurs effets, tu peux t'approprier celle qui t'apporte le plus de soulagement, parce que vraiment, c'est possible de maîtriser son anxiété, de la diminuer. Il faut juste trouver les bons leviers, les bons outils. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, une approche qui va servir plutôt à s'attaquer au schéma de pensée négatif. C'est que, en fait, l'idée de base, c'est de se concentrer sur le présent. Donc ça, je te le dis depuis le début de cet épisode. Et l'objectif, là, c'est de réussir à modifier les pensées et les comportements qui te causent de l'anxiété, qui ne vont pas, pour les remplacer par quelque chose de plus adapté. Je m'inspire beaucoup de la TCC, ça va t'aider à identifier donc les pensées négatives automatiques que tu as et dont tu n'as pas forcément conscience. Je vais te donner un exemple. Quand tu es dans une situation qui te stresse, tu pourrais te dire tout le monde va me juger, je vais encore foirer, enfin voilà, des choses pas positives, hein, clairement. Et ces pensées que tu vas avoir, forcément, elles n'arrangent rien et au contraire, elles vont alimenter et aggraver ton anxiété. Donc une fois qu'on a repéré ces pensées négatives, on va les remettre en question et les remplacer par quelque chose de plus réaliste et de plus positif. Donc si tu te dis je vais pas y arriver, dis-toi plutôt je peux réussir si je mets en place les bonnes actions. Là, tu vas te mettre en la pression pour réaliser ces bonnes actions. Justement, l'idée c'est d'anticiper et de se dire que il n'y a pas de raison que tu fasses pas les bonnes actions si tu te prépares, si tu as conscience des actions à faire en fait. Et il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est le défi cognitif. En fait, si tu dis quelque chose, une phrase comme on va dire je vais pas y arriver par exemple, tu vas essayer de trouver les preuves qui sont pour et les preuves qui sont contre. Donc tu vas pas y arriver, ok. Donne-moi une preuve que tu vas pas y arriver et donne-moi une preuve que tu vas y arriver. Il y a aussi un autre moyen qui est de voir la situation donc sous un angle différent. Parce que toi, tu le vois de ton point de vue, tu le vois de l'intérieur, tu le vois avec tous tes biais, en fait, avec toutes les croyances que tu as, avec toutes les choses qu'on t'a apprises, et tu le vois pas forcément de manière objective, de manière extérieure, sous un autre angle. Et donc ça, c'est tout un travail à faire, c'est tout un processus qui demande de se remettre en question, qui demande d'avoir envie aussi de trouver des solutions. Mais cette reformulation cognitive, on va dire, c'est assez puissant quand même. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent aider à vaincre l'anxiété que il y a forcément une qui te correspond. Après, il y a l'entourage qui joue, bien sûr, avec qui on discute, qui est-ce qu'on fréquente le plus. Si tu fréquentes des gens anxieux, t'as de fortes chances d'être anxieux à ton tour. Si tu vas fréquenter des gens plus positifs, plus rentre dedans, plus spontané, ça ne peut que t'aider, c'est sûr. Après, je te demande pas de virer tous les gens anxieux de ta vie, bien sûr. Mais à la limite, on peut peut-être faire quelque chose en groupe dans ces cas-là. Des séances en groupe, ça peut être pas mal. Tiens, d'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est pareil, dis-le moi. Ça serait intéressant, pourquoi pas, si j'ai de la demande, de le mettre en place. Bon, dans tous les cas, c'est bien de passer du temps avec des gens qui te font du bien, des gens à qui tu peux parler de tes difficultés, de tes émotions, et des gens qui vont justement
avoir ce regard extérieur pour t'apaiser, pour te montrer qu'il y a des solutions, pour te montrer que ton anxiété est pas forcément fondée. Alors après, quand on est de nature anxieuse, ou enfin, nature, je mets un gros guillemets parce que ça change, mais quand on se considère de nature anxieuse, ouais, on se dit toujours que oui, mais non, ça serait, si c'était facile, ça se saurait. J'ai pas dit que c'était facile d'ailleurs, mais c'est faisable. Dans tous les cas, oui, chacun est unique, chacun doit trouver les méthodes qui lui conviennent. Et l'essentiel pour moi, c'est d'être à l'écoute de soi, de tester, surtout tester différentes approches, de persévérer et d'avoir envie aussi. D'avoir envie de sortir de ce confort de l'émotion connue pour le confort aussi de l'émotion moins envahissante en fait. Dans tous les cas, ce qui fonctionne pour une personne, ça peut ne pas être aussi efficace pour une autre. Et c'est tout l'intérêt de mon accompagnement, c'est de t'aider à mieux vivre tes émotions, à trouver l'équilibre dans ta vie. Et ce processus que j'ai mis en place, qui s'appelle équilibre émotionnel, il comprend plusieurs séances. Il comprend 5 séances à faire 1 ou 2 semaines d'écart et une 6e séance à faire 3 semaines, 1 mois après. Et dans ce processus, on va travailler vraiment sur tes difficultés émotionnelles, tes schémas de pensée, ta gestion du stress, tes traumas s'il y en a à libérer émotionnellement. Et dans tous les cas, chaque séance est adaptée à tes besoins. On va commencer par une évaluation de ton état émotionnel, de tes objectifs. Ça, c'est plutôt en appel découverte. On fait un premier gros point. Mais dans tous les cas, ça me permet de concevoir un plan d'action qui va être personnalisé, qui va être spécifique à toi et qui va correspondre à tes besoins. Et toi, ce que tu vas en ressortir, c'est tu auras des techniques adaptées à ta vie, à ta personnalité, que tu peux facilement mettre en pratique. Tu te sentiras plus léger, légère, et tu auras plus ce poids émotionnel lié à tes traumas, même si en général on me dit oui mais non mais ça va, ça a été dur, c'est encore un peu dur quand j'en parle mais ça va. En général, c'est là il faut mettre le doigt dessus parce que c'est très souvent beaucoup plus lourd que ce qu'on veut penser. Et à la fin du processus, tu auras un plan d'action pour continuer à appliquer ces techniques de manière autonome. Même si on refait un point, donc 3 semaines, 1 mois après, avec la séance bilan, pour permettre de voir comment tu vas, comment ça se passe, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu ne veux pas garder, est-ce qu'il y a des choses à revoir ensemble, à améliorer, à changer? Voilà. Je serais ravie de pouvoir t'en dire plus sur ce programme. Je vais te mettre d'ailleurs le lien pour jeter un œil dans la description de l'épisode. Et si tu en ressens le besoin, si c'est quelque chose que tu repousses depuis longtemps, mais que tu sais qui serait bon pour toi, peut-être vois cet épisode comme le moment déclic pour passer à l'action. J'espère que tu pourras tester les petites astuces que je t'ai données. Reviens vers moi pour me dire si ça a fonctionné ou pas. Ce que tu as déjà essayé aussi, ce que peut-être qu'il y a des choses que tu as déjà essayé que t'as pas trop accroché ou qui t'ont vraiment aidé. Et voilà, donc je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prends soin de toi. À la semaine prochaine et je t'embrasse.